virus foudroyant qui défie toute prévision médicale. En seulement 2 semaines, la grippe foudroyante a dévasté le monde, transformant ce qui semblait être une épidémie contrôlable en une pandémie planétaire. Tout a commencé par des cas isolés dans quelques villes dispersées à travers le monde. Des personnes présentaient des symptômes bénins de la grippe, une fièvre légère, de la fatigue et des courbatures. Cependant, très vite, le virus a muté, attaquant directement le système respiratoire avec une agressivité encore jamais observée. Les premiers patients, admis dans les hôpitaux pour des complications respiratoires, se sont rapidement retrouvés en soins intensifs, avec des poumons gravement affectés par une pneumonie virale. Les médecins étaient déconcertés par la rapidité avec laquelle le virus détruisait le tissu pulmonaire, rendant toute ventilation artificielle inefficace. Les experts en santé publique, habitués à gérer des épidémies de grippe saisonnière, se sont retrouvés face à un ennemi qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Ce virus, à la fois nouveau et imprévisible, échappait à tous les modèles épidémiologiques utilisés pour anticiper sa propagation. Les premières tentatives de contenir les foyers d'infection par des quarantaines locales ont échoué, principalement en raison de la rapidité avec laquelle les porteurs asymptomatiques propageaient la maladie. Le virus semblait se répandre bien avant l'apparition des symptômes, ce qui le rendait particulièrement difficile à circonscrire. Dans les zones urbaines densément peuplées, un seul individu contaminé pouvait, en quelques jours, infecter des centaines de personnes. Le taux de reproduction de la maladie, ou R0, a rapidement grimpé à des niveaux alarmants, dépassant ceux des pandémies historiques comme la grippe espagnole de 1918. Les autorités sanitaires, débordées par le flux incessant de nouveaux cas, ont commencé à réaliser que cette grippe n'était pas une menace ordinaire. Des équipes de recherche du monde entier se sont mobilisées pour comprendre la structure génétique du virus, dans l'espoir de développer rapidement un vaccin ou un traitement antiviral efficace. Cependant, la nature du virus, qui mutait rapidement, compliquait ses efforts. Chaque nouvelle souche semblait plus virulente et résistante que la précédente. L'inquiétude a grandi au sein des gouvernements et des organisations internationales, alors que les premières tentatives pour contenir le virus au niveau national échouaient. Il était désormais clair que le monde faisait face à une pandémie aux conséquences potentiellement cataclysmiques. La panique s'installe dans les métropoles. Alors que les autorités luttaient pour comprendre et contenir le virus, la panique a commencé à s'installer dans les grandes métropoles du monde. La propagation rapide de la maladie, combinée à l'absence de réponse claire de la part des gouvernements, a créé un climat de peur palpable. Les médias sociaux ont amplifié la panique, avec des vidéos montrant des patients en détresse respiratoire dans des salles d'hôpitaux surchargées, des cadavres enveloppés dans des sacs plastiques, et des morgues débordées. Les images, bien que véridiques, ont provoqué une réaction en chaîne d'hystérie collective. Des rumeurs infondées circulaient, affirmant que le virus se propageait par l'air à des kilomètres de distance, que l'eau potable était contaminée, ou que des médicaments secrets étaient réservés à une élite fortunée. Face à cette montée de la peur, les citoyens se sont précipités dans les magasins pour stocker des provisions, vidant les étagères des supermarchés en quelques heures. Les produits essentiels, tels que les masques, les désinfectants, et même les aliments de base comme le riz, les pâtes et les conserves, sont devenus rares. Cette frénésie d'achat a provoqué des scènes de chaos, avec des bagarres éclatant dans les magasins, chacun voulant protéger sa famille contre une menace invisible mais imminente. Les pharmacies ont été prises d'assaut pour obtenir des médicaments contre la grippe, des antibiotiques, et toute substance qui pouvait sembler utile pour combattre les symptômes, même si aucune de ces substances n'était efficace contre le virus lui-même. Les gouvernements, dépassés par l'ampleur de la crise, ont rapidement imposé des mesures drastiques pour tenter de limiter la propagation. Des quarantaines obligatoires ont été décrétées dans certaines villes, et des couvre-feux ont été mis en place pour éviter les rassemblements de masse. Cependant, ces mesures se sont révélées inefficaces face à la rapidité avec laquelle le virus se propageait. Le manque de coordination entre les différentes régions et la confusion générale quant au protocole à suivre ont conduit à une application inégale des restrictions, alimentant la frustration et la colère de la population. De plus,
les frontières entre les pays ont été fermées de manière précipitée, aggravant la situation pour les citoyens bloqués à l'étranger ou dans des zones de confinement. À ce stade, la confiance envers les autorités était déjà sérieusement ébranlée. L'effondrement économique mondial. Parallèlement à la crise sanitaire, un effondrement économique sans précédent s'est rapidement amorcé. En effet, les mesures de confinement et de quarantaine ont mis à l'arrêt l'essentiel des activités commerciales et industrielles. Les usines, les magasins, les transports, tout s'est figé en quelques jours à peine. Les grandes entreprises, qui dépendaient de chaînes d'approvisionnement mondiales, ont été incapables de maintenir leur production, car les pièces nécessaires n'arrivaient plus des pays producteurs, eux-mêmes en crise. Les marchés financiers ont réagi violemment à cette situation, enregistrant des chutes vertigineuses et des krachs boursiers dans toutes les places financières du monde. Le Dow Jones, le CAC 40 et le Nikkei se sont effondrés, et des milliers d'investisseurs ont perdu en quelques jours ce qu'ils avaient accumulé au cours de décennies de placement. Le secteur du transport a été l'un des premiers à succomber. Avec la fermeture des frontières, l'arrêt des vols internationaux et la réduction des échanges commerciaux, les compagnies aériennes et maritimes ont été frappées de plein fouet. Des milliers d'employés ont été mis au chômage technique ou ont perdu leur emploi du jour au lendemain. Les chaînes de production alimentaire, également gravement perturbées, n'ont pas été en mesure de répondre aux besoins croissants de la population en situation de confinement. L'approvisionnement en produits frais et de première nécessité est devenu sporadique, créant des pénuries dans plusieurs régions du monde. Certains pays ont même vu renaître des pratiques oubliées, telles que le troc, en raison de l'effondrement de leur système monétaire. Les gouvernements ont tenté de limiter les dégâts en injectant des milliards dans leurs économies sous forme de plans de relance et de secours, mais ces mesures ont été rapidement jugées insuffisantes. Dans un monde globalisé où l'interdépendance entre les économies est la norme, l'arrêt brutal du commerce mondial a créé un effet domino. La chute des uns a entraîné la chute des autres, et aucun pays, quelle que soit sa puissance économique, n'a été épargné. À mesure que l'économie mondiale s'effondrait, les gouvernements ont dû faire face à une crise sociale sans précédent. Les inégalités se sont creusées, et les classes les plus vulnérables, déjà fragilisées par la crise sanitaire, se sont retrouvées sans emploi ni aide suffisante pour survivre. Des révoltes populaires ont éclaté dans plusieurs grandes villes, aggravant encore la situation. L'anarchie prend le contrôle des rues. Avec la désorganisation totale des systèmes de gouvernance, une nouvelle forme de pouvoir a émergé, celle des gangs et des groupes armés. Ces factions ont profité du vide laissé par l'effondrement des institutions, pour s'emparer du contrôle de zones urbaines entières. Dans les grandes villes, où la police et les forces de sécurité étaient décimées par la maladie ou débordées par la gestion des émeutes et des vols, ces groupes ont imposé leurs propres lois. Les scènes de pillage et de violence se sont multipliées, plongeant les quartiers autrefois prospères dans un climat de terreur. Les citoyens, désormais abandonnés à leur sort, ont dû s'organiser en petites communautés d'entraide pour survivre. Dans les campagnes, la situation n'était guère meilleure. Si les populations rurales semblaient, au départ, moins touchées par la propagation du virus en raison de leur isolement géographique, elles n'ont pas échappé au chaos. Des bandes armées, en quête de nourriture et de ressources, ont pris d'assaut les fermes et les villages. Les réseaux de communication étant coupés, il n'y avait plus de possibilité d'appeler à l'aide, ni de coordonner les efforts de résistance. La loi du plus fort était devenue la norme, et ceux qui possédaient des armes ou des vivres étaient les nouveaux maîtres. Les individus, désespérés, ont cherché refuge dans des zones de plus en plus reculées, espérant échapper à la violence qui faisait rage dans les villes. Cette situation d'anarchie a révélé les fragilités des sociétés modernes. Les forces de l'ordre, qui dépendaient autrefois d'une infrastructure solide pour fonctionner, étaient incapables de répondre aux crises multiples. Sans communication, sans renfort, et sans moyens, elles ont rapidement abandonné leur mission de maintien de l'ordre, laissant les citoyens livrés à eux-mêmes. Dans certains cas, des milices locales ont pris la relève, mais ces dernières étaient souvent plus intéressées par leur propre survie que par le rétablissement d'un ordre juste. Les tribunaux, paralysés par l'absence de juges et de fonctionnaires, ont cessé de fonctionner.
toute forme de justice institutionnelle a disparu, remplacée par une justice sommaire où les règlements de compte et les lynchages publics étaient monnaie courante. La chute de la civilisation. En l'espace de 2 semaines, la grippe foudroyante avait accompli ce que de nombreuses menaces, des guerres aux crises climatiques, n'avaient pas réussi à faire, provoquer l'effondrement total de la civilisation moderne. Ce virus, invisible à l'œil nu, avait révélé la fragilité des sociétés humaines, qui dépendaient d'une infrastructure complexe et interdépendante pour fonctionner. Les systèmes de santé, économiques et politiques, qui semblaient inébranlables, s'étaient effondrés sous la pression de cette pandémie, démontrant que même les structures les plus solides pouvaient s'écrouler face à une crise de cette ampleur. Le monde post-pandémique était méconnaissable. Les villes, autrefois animées et bruyantes, étaient devenues des cités fantômes, désertées par une population décimée ou en fuite. Les grandes nations qui dominaient autrefois la scène internationale n'étaient plus que l'ombre d'elles-mêmes, incapables de reprendre le contrôle. Le concept même de civilisation, fondé sur des institutions stables, la loi et l'ordre, avait été balayé en quelques jours seulement. Ce nouvel âge de l'humanité, marqué par la peur, la survie et la désolation, remettait en question l'idée même de progrès. Les survivants, éparpillés à travers le globe, tentaient tant bien que mal de s'adapter à cette nouvelle réalité. Certains cherchaient à reconstruire, d'autres, désillusionnés, acceptaient que le monde tel qu'ils l'avaient connu ne reviendrait jamais. Mais une chose était claire, cette pandémie avait marqué la fin d'une ère, celle de la civilisation moderne, et le début d'une nouvelle ère d'incertitude et de chaos. Ce virus, en quelques semaines seulement, avait laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de l'humanité.